Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Ici, on regarde les faits, les bilans, les responsabilités et le réel, sans se laisser emporter par les slogans ou les récits préparés. Aujourd'hui, je vais ouvrir une série de vidéos sur la présidentielle qui arrive, normalement. Pas pour vous dire qui voter, pas pour vous vendre un candidat, pas pour vous demander de suivre un camp comme on suit une équipe de football. Non. Aujourd'hui, je veux poser une question beaucoup plus importante. Est-ce qu'en 2027, les Français vont encore une fois se laisser vendre une histoire? Parce que la présidentielle arrive, et comme à chaque fois, le grand théâtre va recommencer. Les affiches, les slogans, les clips, les plateaux télé, les sondages, les petites phrases, les communicants, les candidats qui changent de ton, de costume, de décor, parfois de parti, parfois même de discours. Et tous vont venir nous dire, d'une manière ou d'une autre, cette fois, ce sera différent. Mais avant de croire à leurs promesses, il faut poser 3 questions simples. Première question, qu'avez-vous fait quand la France s'abîmait? Deuxième question, qu'avez-vous voté, soutenu, accepté, empêché ou laissé faire? Et la troisième question, peut-être la plus importante, avez-vous encore réellement le pouvoir de faire ce que vous promettez? Parce que cette présidentielle ne doit pas être une nouvelle foire aux promesses. Elle doit devenir un examen de responsabilité. Avant d'écouter les candidats, regardons le pays. Parce qu'on ne vote pas dans une publicité. On ne vote pas dans un clip de campagne. On ne vote pas dans une image de marché, une visite d'usine ou une poignée de main bien cadrée. On vote dans la France réelle. La France réelle, ce n'est pas seulement les discours sur le progrès, la modernisation, la République apaisée, le vivre ensemble ou les grandes promesses de demain. La France réelle, c'est aussi une France qui doute, une France qui s'épuise, une France où beaucoup de gens travaillent davantage pour vivre moins bien, une France où les classes moyennes ont souvent l'impression de payer pour tout. Une France où des familles surveillent leurs courses. Une France où des retraités comptent leurs dépenses. Une France où des jeunes se demandent s'ils pourront se loger, fonder une famille, trouver un travail stable et vivre mieux que leurs parents. Une France où des artisans, des agriculteurs, des commerçants, des salariés et des indépendants ont parfois l'impression de nourrir une machine qui ne leur rend plus rien. Et ce ne sont pas uniquement des impressions. En 2023, près de 10 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire en France métropolitaine. 10 millions de personnes. En 2025, le déficit public s'est élevé à plus de 150 milliards d'euros. La dette publique dépasse désormais 115% du produit intérieur brut. Voilà le réel. Et le réel, ce n'est pas seulement un chiffre. Le réel, c'est un retraité qui repousse une dépense. Le réel, c'est une mère seule qui compte ses courses. Le réel, c'est un salarié qui ne met plus rien de côté. Le réel, c'est un jeune qui reste chez ses parents parce qu'il ne peut pas se loger. Le réel, c'est un commerçant qui ferme. Le réel, c'est un artisan qui se demande pourquoi il travaille autant pour finir étranglé. Le réel, c'est aussi l'insécurité vécue par ceux qui ne peuvent pas déménager dès que dès que leur quartier devient invivable. Alors quand des responsables politiques viennent nous expliquer que le pays avance, que tout est sous contrôle, que le système fonctionne, il faut leur demander pour qui? Parce que pour beaucoup de Français, et parce que beaucoup de Français ne vivent pas dans la France racontée sur les plateaux. Ils vivent dans la France réelle, eux. Et cette France réelle est fatiguée, elle est inquiète, elle est parfois en colère. Et surtout, elle a de moins en moins confiance. Il faut la comprendre, et c'est normal. À chaque présidentielle, on nous refait le même spectacle. Un candidat arrive et dit qu'il va sauver le pays. Un autre se présente comme l'homme ou la femme de l'ordre. Un autre se présente comme le sérieux. Un autre se présente comme le renouveau. Un autre se présente comme le peuple. Un autre se présente comme le bagarre. Pardon. Un autre se présente comme le barrage contre le danger. On le connaît celle-là. Mais à force, il faut arrêter de regarder seulement ce qu'ils disent. Il faut regarder ce qu'ils ont fait. Parce qu'en politique, il y a une mécanique très simple. À chaque campagne, on essaie d'effacer le passé.
Celui qui a été ministre devient soudain un homme neuf. Celui qui a soutenu un gouvernement devient soudain un opposant courageux. Celui qui a voté des textes devient soudain un rebelle. Celui qui a accompagné un système devient soudain candidat de rupture. Celui qui a participé au pouvoir vient expliquer qu'il a découvert les problèmes du pays. Mais les Français, eux, ne repartent pas de zéro. Jamais. Le Français qui a vu ses factures augmenter ne repart pas à zéro. Le salarié qui n'arrive plus à mettre de côté ne repart pas à zéro. La mère seule qui compte ses courses ne repart pas à zéro. L'artisan qui croule sous les charges ne repart pas à zéro. L'agriculteur qui n'arrive plus à vivre dignement de son travail ne repart pas à zéro. Le jeune qui regarde l'avenir avec inquiétude ne repart pas de zéro. Le retraité qui surveille chaque dépense ne repart pas à zéro non plus. Alors pourquoi les responsables politiques, eux, auraient-ils le droit à l'oubli? Pourquoi auraient-ils le droit de revenir avec une nouvelle affiche, une nouvelle phrase, une nouvelle musique, et de faire comme si leur bilan n'existait pas? La première règle de cette présidentielle devrait être simple. Plus aucune promesse sans bilan. Et il y a une question qu'il faut remettre au centre aussi. Une question simple. Peut-on redresser un pays en remettant toujours le pouvoir entre les mains de responsables qui n'ont pas démontré leur capacité à le redresser? Parce qu'un pays ne devient pas grand par la communication. Un pays ne devient pas puissant par les slogans. Un pays ne devient pas un souverain parce qu'un candidat parle mieux que les autres pendant un débat. Un pays devient fort quand il est dirigé par des personnes capables et responsables. Capables de comprendre les problèmes, capables de décider, capables de résister, capables de négocier, capables de protéger les intérêts du pays, de son pays, capables de reconnaître leurs erreurs. Et surtout, capables d'obtenir des résultats positifs. Le problème aujourd'hui, c'est que la politique est devenue un milieu où on peut échouer sans disparaître. On peut participer à une politique qui échoue. On peut soutenir une réforme qui échoue. On peut voter un texte qui aggrave une situation. On peut laisser une crise s'installer. On peut expliquer pendant des années que tout va bien alors que le pays se dégrade. Et malgré cela, on peut revenir. Avec une nouvelle posture, avec un nouveau récit, avec un nouveau slogan, et demander encore la confiance des Français. Dans la vraie vie, cela ne fonctionne pas comme ça. Un artisan qui ne livre pas son travail perd ses clients. Un commerçant qui ne gère pas son entreprise peut fermer. Un salarié qui ne fait pas son travail peut être sanctionné. Un chef d'entreprise qui échoue paie le prix de ses erreurs. Un professionnel qui n'obtient aucun résultat finit par devoir rendre des comptes. Mais en politique, on peut parfois accumuler les échecs, continuer à être invité partout, conserver ses réseaux, garder ses avantages, obtenir un nouveau poste, un nouveau mandat, une nouvelle responsabilité. Voilà le problème. Pas seulement l'argent, pas seulement les salaires, mais un système où la carrière est parfois mieux protégée que le pays. Alors, en 2027, les Français ne doivent plus demander seulement est-ce qu'il parle bien. Ils doivent demander qu'a-t-il réussi? Qu'a-t-il amélioré? Qu'a-t-il protégé? Qu'a-t-il empêché? Qu'a-t-il réellement changé? Quels résultats concrets justifient qu'il demande encore le pouvoir? Parce que la France n'a pas besoin de gens qui savent seulement parler. Elle a besoin de gens compétents, de gens qui savent faire, qui ont du savoir-faire, des gens qui ont des preuves, des gens qui ont déjà montré dans leur parcours qu'ils sont capables d'obtenir des résultats. Il faut être clair, cette vidéo ne vise pas un seul camp. Ça serait trop facile. Et ce serait faux. Ceux qui ont gouverné doivent répondre de leur bilan. Ceux qui ont soutenu doivent répondre de leur soutien. Ceux qui ont voté doivent répondre de leur vote. Ceux qui ont prétendu s'opposer doivent répondre de leur efficacité réelle. Ceux qui ont crié devant les caméras mais qui n'ont rien obtenu doivent répondre de leur impuissance. La majorité doit rendre des comptes, mais l'opposition aussi. Parce que l'opposition n'est pas un décor. Elle peut voter, elle peut proposer, elle peut bloquer, elle peut alerter, elle peut organiser un rapport de force, elle peut saisir l'opinion, elle peut parfois empêcher certaines décisions. Et parfois, elle ne le fait pas, ou elle le fait trop tard, ou elle préfère la posture à l'action. Donc en 2027, aucun candidat, aucun parti, aucun camp ne doit pouvoir se présenter comme totalement neuf sans répondre d'abord à cette question: qu'avez-vous fait concrètement lorsque vous aviez possibilité d'agir?
quand vous étiez député, quand vous étiez sénateur, quand vous étiez ministre, quand vous étiez maire, quand vous étiez dans une majorité, quand vous étiez dans une opposition, quand vous aviez un mandat, quand vous aviez une tribune, quand vous aviez des électeurs. Parce qu'on ne peut pas vivre pendant des années de la colère des Français, puis revenir à chaque présidentielle comme si l'on découvrait seulement maintenant l'état du pays. Réparer quoi? Ce que vous avez laissé se casser? Ce que vous avez accompagné? Ce que vous avez parfois voté? Ce que vous avez dénoncé trop tard? Ce que vous avez utilisé comme argument électoral sans jamais le résoudre? La présidentielle ne doit pas permettre à chaque camp de se laver les mains dans la communication. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Parce qu'on va voir apparaître des candidats de continuité qui vont vouloir devenir des candidats de rupture. Des responsables qui ont participé au pouvoir, à ses réseaux, à ses décisions ou à son orientation générale, et qui vont venir nous dire, cette fois avec moi, ce sera différent. Très bien, mais différent comment? Et surtout, différent par rapport à leur image, ou différent par rapport à leurs actes. Un ancien ministre a le droit de se présenter. Un ancien Premier ministre a le droit de se présenter. Un ancien responsable économique ou institutionnel a le droit de se présenter. Mais personne n'a le droit de demander aux Français d'oublier ce qu'il a soutenu, ce qu'il a laissé faire, ce qu'il n'a pas réussi à changer ou ce à quoi il a participé. Le problème, ce n'est pas qu'un ancien responsable se présente. Le problème, c'est de revenir comme un remède lorsqu'on a contribué au diagnostic. Le problème, c'est de se présenter comme nouveau alors qu'on appartient déjà à un système qui a gouverné, accompagné ou laissé se dégrader le pays. En 2027, il ne faudra pas demander seulement qui paraît le plus neuf. Il faudra demander qui a déjà eu du pouvoir, qui a déjà eu de l'influence, qui a déjà eu une responsabilité, et qu'a-t-elle fait de cette responsabilité? Il faut aussi parler des sondages, parce qu'avant même que les Français aient réellement choisi, on va déjà leur expliquer qui est crédible, qui est présidentiable, qui est fini, qui est en dynamique, qui est en recul, qui doit se retirer, qui doit voter utile, qui a une chance, qui n'en a pas. Attention, un sondage n'est pas forcément faux. Un sondage n'est pas forcément truqué. Il peut mesurer une photographie à un instant donné. Mais le problème commence lorsqu'il ne sert plus seulement à mesurer une opinion. Le problème commence lorsqu'il aide à fabriquer le scénario de l'élection. Parce qu'à force de répéter « celui-ci n'a aucune chance »,« celui-là est le seul capable de battre l'autre »,« ce duel est déjà écrit »,« il faut voter utile »,« il faut éviter la dispersion », on ne mesure plus seulement l'opinion, on commence à la guider. Et un électeur qui entend tous les jours qu'un candidat est inévitable peut finir par le croire. Un électeur qui entend qu'un autre est perdu d'avance peut renoncer à voter pour lui. Un candidat moins invité, moins commenté, moins sondé peut sembler moins crédible simplement parce qu'il a été placé hors du cadre médiatique. Les sondages devraient informer. Ils ne devraient pas commander. Ils ne devraient pas remplacer le jugement des Français. Et surtout, ils ne devraient pas servir à dire au peuple « ne votez pas selon ce que vous pensez, votez selon ce qu'on vous annonce ». Et puis, il y a une arme, la plus utilisée à chaque présidentielle, la peur. Pas seulement la peur de l'avenir, pas seulement la peur du chômage, de la dette, de la crise ou du déclassement. La peur électorale, celle qu'on utilise pour empêcher les Français de réfléchir calmement. On va encore entendre les mêmes mots. Chaos, extrême droite, bruit des bottes, menace pour la République, retour aux heures sombres, haine, risque pour la démocratie. Soyons clairs, tous les partis doivent pouvoir être critiqués, tous les candidats doivent pouvoir être examinés, toutes les contradictions doivent pouvoir être exposées, tous les votes, toutes les affaires, tous les financements, tous les liens et toutes les ambiguïtés doivent pouvoir être documentés et discutés. Mais ce qu'il faut refuser, c'est que la peur remplace le débat. Si un parti a un problème, qu'on le démontre. Si un candidat a une contradiction, qu'on l'expose. S'il a un mauvais bilan, qu'on le montre.
s'il a des liens ou des financements problématiques, qu'on les examine sérieusement et qu'on les dénonce, mais qu'on ne transforme pas l'élection en réflexe pavlovien. Qu'on ne dise pas aux Français ne réfléchissez pas trop, ne regardez pas les bilans, ne comparez pas les programmes, ne posez pas de questions, votez seulement contre le danger qu'on vous a désigné. Parce qu'à force de voter contre le danger qu'on vous montre, vous finissez parfois par reconduire ceux qui ont produit la situation que vous subissez. Voilà le piège. La peur d'un camp peut devenir un écran qui évite de parler de la dette, de la pauvreté, de l'insécurité, des services publics, de l'école, du narcotrafic, de la souveraineté, des responsabilités de ceux qui ont déjà gouverné. À chaque fois qu'on vous dira attention, danger, posez-vous cette question. Pendant qu'on me parle de danger, quel bilan essaie-t-on de me faire oublier? Ensuite, et cette peur alimente une autre machine, le vote utile. À chaque présidentielle, on nous explique que ce n'est pas vraiment le moment de voter selon ses convictions. Ah bon? On nous dit il faut faire barrage, il faut éviter le pire, il faut empêcher l'autre, il ne faut pas disperser les voix, il faut voter stratégique. Mais un peuple qui vote toujours contre finit par ne plus jamais voter pour. Un peuple qui vote toujours par peur finit par oublier ce qu'il veut vraiment. Un peuple auquel on répète tous les 5 ans qu'il faut renoncer à son choix devient un peuple qui ne choisit plus vraiment. Il réagit. Et cela change tout. Parce que la question ne devient plus quel pays voulez-vous? La question devient de qui avez-vous le plus peur? Et pendant qu'on vous fait peur, les mêmes logiques continuent. La dette continue, la pauvreté continue, l'insécurité continue, la dégradation des services publics continue, la perte de confiance continue, la fracture sociale continue, les carrières politiques continuent. Puis 5 ans plus tard, on revient vous dire, cette fois, promis, on a compris. Non. À un moment, il faut sortir de cette mécanique. Et il y a une autre question, encore plus profonde, qu'il faut poser avant la présidentielle. À quoi servent encore les responsables politiques français s'ils nous expliquent ensuite que tout se décide ailleurs? Depuis des années, on entend toujours les mêmes phrases. On ne peut pas, c'est l'Europe. On ne peut pas, ce sont les traités. On ne peut pas, c'est Bruxelles. On ne peut pas, c'est la Commission. On ne peut pas, ce sont les règles européennes. On ne peut pas, c'est la concurrence. On ne peut pas, ce sont les marchés. On ne peut pas, c'est la discipline budgétaire. Très bien. Alors posons la question franchement. Si les élus français ne peuvent plus décider sur des sujets essentiels, pourquoi se battent-ils autant pour être élus? Pourquoi veulent-ils les postes? Pourquoi veulent-ils les salaires? Pourquoi veulent-ils les cabinets? Pourquoi veulent-ils les collaborateurs, les avantages, l'influence, les honneurs, les plateaux télé? Et surtout, pourquoi promettent-ils des choses qu'ils savent parfois impossibles dans le cadre qu'ils ont eux-mêmes accepté? Il faut être honnête. L'Union européenne ne décide pas absolument de tout. Mais beaucoup de domaines sont fortement encadrés par les règles européennes. Le commerce, la concurrence, une partie de l'énergie, l'agriculture, les normes, les aides de l'État, l'environnement, certaines règles budgétaires, le numérique, la monnaie pour les pays de la zone euro. Donc quand un candidat dit je vais reprendre le contrôle, il faut lui demander comment, avec quelle majorité, face à quel traité, face à quelles règles européennes, face à quelle décision de la Commission, face à quelles contraintes budgétaires, face à quelle banque centrale européenne. Parce que sinon c'est trop facile. On promet la souveraineté pendant la campagne, puis une fois élu on explique que la souveraineté est encadrée. On promet de défendre la France, puis une fois élu on explique qu'il faut respecter Bruxelles. On promet de protéger les Français, puis une fois élu on explique qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Alors les électeurs doivent demander, voulez-vous réellement reprendre le pouvoir? Ou voulez-vous seulement occuper les postes dans un système qui a déjà transféré une partie du pouvoir ailleurs? Les partis favorables au cadre européen doivent l'assumer. Les partis qui veulent plus de souveraineté doivent expliquer concrètement comment ils comptent la reprendre. Renégociation, désobéissance, référendum, modification des traités, sortie de certains cadres ou simplement de belles phrases. Mais qu'ils arrêtent de nous vendre une souveraineté de campagne suivie d'une impuissance de gouvernement.
Et c'est là qu'il faut poser une autre question. Une question que beaucoup de Français se posent, même s'ils n'osent pas toujours la dire. Combien coûtent ces responsables politiques et qu'apportent-ils réellement en retour? Un député perçoit une indemnité parlementaire brute mensuelle de plus de 7 600 euros. Eh oui. Les députés disposent aussi d'une avance de frais de mandat destinée aux dépenses liées à leurs fonctions. En comparaison, le SMIC brut mensuel est d'un peu plus de 1 800 euros. Attention, le sujet n'est pas de dire qu'un élu ne devrait rien gagner. Un mandat important doit être rémunéré. Un élu doit pouvoir exercer sa mission sans dépendre de puissances privées. Et il faut éviter que seuls les riches puissent faire de la politique. Mais les Français ont le droit de se poser une question. Où sont les résultats? Parce qu'un pays peut accepter de bien rémunérer ses responsables lorsqu'ils protègent le pays, améliorent la vie publique, défendent l'intérêt général, rendent des comptes et obtiennent des bons résultats. Mais lorsque le pays s'endette, lorsque la pauvreté progresse, lorsque l'insécurité augmente, lorsque les services publics se dégradent, lorsque les Français ont le sentiment qu'ils travaillent davantage pour recevoir moins, alors la question devient légitime. Pourquoi ces responsables sont-ils aussi bien payés pour si peu de résultats visibles? Dans la vie réelle, un artisan, un salarié, un commerçant, un agriculteur, un chef d'entreprise, un ouvrier, une infirmière sont jugés sur leur travail. S'ils échouent, ils en paient le prix. Mais en politique, beaucoup peuvent échouer pendant des années, puis revenir sur les plateaux, changer de slogan, changer de posture, changer d'alliance, et continuer leur carrière. Voilà ce qui nourrit la colère. Ce n'est pas seulement le montant de leur rémunération, c'est l'écart entre le confort du mandat et la souffrance du pays. C'est l'écart entre les discours sur les efforts nécessaires et la sécurité matérielle de ceux qui demandent ces efforts aux autres. C'est l'écart entre les Français qui comptent leur euro à la fin du mois et les élus qui expliquent calmement que tout est compliqué. Que l'Europe bloque, que les traités limitent, que les marchés surveillent, que la situation est difficile. Très bien. Mais si tout est impossible, pourquoi êtes-vous si nombreux à vouloir ces postes? Si vous ne pouvez pas agir, pourquoi voulez-vous être élu? Si vous ne pouvez pas défendre réellement le pays, pourquoi demandez-vous aux Français de vous confier le pouvoir? Le scandale n'est pas seulement qu'ils soient bien payés. Le scandale, c'est qu'ils soient si bien protégés de leurs propres échecs. Il faut aussi parler des priorités. Parce qu'un parti politique français doit d'abord répondre aux problèmes de la France. Il peut parler du monde, il peut parler des guerres, il peut parler de Gaza, il peut parler de l'Ukraine, il peut parler de la Russie, il peut parler des États-Unis, il peut parler de causes internationales, c'est normal. Mais il ne peut pas oublier le pays qu'il prétend gouverner. Les Français ont le droit de demander à tous les partis quelle place donnez-vous à la sécurité, quelle place donnez-vous au logement, quelle place donnez-vous au pouvoir d'achat, quelle place donnez-vous à l'école, quelle place donnez-vous à la santé, quelle place donnez-vous à l'industrie, quelle place donnez-vous à la dette, quelle place donnez-vous à la souveraineté, quelle place donnez-vous à l'unité nationale. Parce qu'un parti qui parle sans cesse de causes extérieures, mais qui ne répond pas aux problèmes quotidiens des Français, manque sa principale mission. Et un parti qui cherche à mobiliser des groupes séparés plutôt qu'à rassembler un peuple prend une direction dangereuse. La politique française doit arrêter de découper les Français en clientèle, en catégories à flatter, en électorats à séduire, en groupes à opposer. La France n'est pas une addition de communautés qui doivent se battre entre elles pour obtenir le plus d'attention. La France doit rester un peuple qui peut débattre, un peuple qui peut se disputer, mais un peuple qui doit se retrouver autour d'un intérêt commun. Et cet intérêt commun aujourd'hui, c'est de remettre la France au centre. Pas les intérêts des partis, pas les intérêts des carrières, pas les intérêts des réseaux, pas les intérêts des communicants. La France, les Français, le réel. Le problème ne vient donc pas seulement des candidats, le problème vient du système complet qui entoure une présidentielle. Les partis fabriquent des carrières, les médias fabriquent de la visibilité, les sondages fabriquent de la crédibilité, les communicants fabriquent des images, les éditorialistes fabriquent des récits, les réseaux d'argent fabriquent des possibilités, les alliances fabriquent des compromis, les institutions fabriquent une élection, et le cadre européen réduit parfois la marge d'action réelle.
Au milieu de tout cela, le citoyen doit essayer de garder la tête froide. Mais c'est difficile, parce qu'on lui demande de choisir dans un brouillard. On lui présente certains candidats comme crédibles avant même d'avoir parlé de leurs résultats. On leur explique que certains sujets sont acceptables et que d'autres seraient interdits. On lui dit que certaines inquiétudes sont légitimes et que d'autres seraient suspectes. On utilise des mots pour fermer le débat au lieu de l'ouvrir. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Parce que la démocratie ne consiste pas seulement à voter. La démocratie suppose un peuple capable de comparer les faits, d'examiner les bilans, de refuser les étiquettes automatiques, de ne pas se laisser enfermer dans la peur et de demander des comptes. Si le débat est remplacé par la peur, le vote perd en une partie de sa force. Si le bilan est remplacé par la communication, le citoyen est manipulé. Si la mémoire est remplacée par l'émotion, l'élection devient un spectacle. Si le pouvoir réel est transféré ailleurs sans être assumé devant le peuple, la démocratie devient une mise en scène. Et c'est exactement ce qu'il faut refuser. Alors concrètement, que faut-il faire? Il faut arrêter de juger les candidats seulement sur leurs promesses. Il faut leur appliquer une grille simple. Première question, quel est votre bilan? Pas votre slogan, pas votre affiche, pas votre posture, votre bilan. Deuxième question, qu'avez-vous voté? Parce qu'un vote reste. Un soutien à un gouvernement reste. Une réforme défendue reste. Une loi acceptée reste. Troisième question, où étiez-vous lorsque les grandes décisions ont été prises? Au gouvernement? Dans la majorité? Dans l'opposition? Dans une institution? Dans un parti? Dans le silence? Quatrième question, quelles erreurs reconnaissez-vous clairement? Parce qu'un responsable qui ne reconnaît jamais aucune erreur devient incapable de corriger quoi que ce soit. Cinquième question, quelles mesures précises proposez-vous? Pas des mots, pas restaurer l'autorité. Comment? Pas rendre du pouvoir d'achat. Avec quel financement? Pas réduire la dette. Par quelles économies? Pas reprendre le contrôle. Sur quoi précisément? Avec quels moyens? Dans quel calendrier? Sixième question. Quelle est votre position réelle face à l'Union européenne? Pas une phrase vague, pas je défendrai la France en Europe. Tout le monde dit cela. Concrètement, que faites-vous si une règle européenne bloque votre programme? Que faites-vous si la Commission s'y oppose? Que faites-vous si les traités empêchent votre réforme? Que faites-vous si les contraintes budgétaires rendent votre promesse impossible? Septième question. Quels résultats justifient votre carrière, vos indemnités, vos postes et votre influence? Huitième question. Pourquoi devrions-nous croire aujourd'hui si vous avez échoué hier? Voilà ce que les Français doivent demander. Pas seulement parlez-vous bien, pas seulement avez-vous l'air présidentiable, pas seulement les médias vous trouvent-ils crédibles, mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous réussi? Qu'allez-vous faire? Et pouvez-vous réellement le faire? Et maintenant, j'en viens aux Français, et oui. Parce qu'il serait trop facile de dire tout est la faute des politiques. Oui, les politiques ont une immense responsabilité dans tout ça. Oui, les médias ont une responsabilité. Oui, les institutions ont une responsabilité. Oui, les partis ont une responsabilité. Oui, l'Union européenne pose une question majeure de souveraineté démocratique. Mais les citoyens doivent aussi reprendre leur rôle. Se réveiller, ce n'est pas devenir violent. Se réveiller, ce n'est pas insulter tout le monde. Se réveiller, ce n'est pas tomber dans l'hystérie. Se réveiller, ce n'est pas suivre aveuglément un nouveau sauveur. Se réveiller, c'est regarder les faits. C'est se souvenir, c'est comparer les promesses aux actes. C'est ne pas oublier les votes. C'est ne pas oublier les alliances. C'est ne pas oublier les silences. C'est ne pas oublier qui a soutenu quoi, qui a justifié quoi, qui a accepté quoi, qui a combattu quoi, et qui s'est contenté de parler. Parce qu'il compte sur notre oubli, il compte sur notre fatigue, il compte sur notre peur, il compte sur nos divisions, il compte sur notre besoin d'espérer, il compte sur notre envie de croire que, cette fois, ce sera différent. Mais l'espérance sans mémoire devient de la naïveté. Et un peuple naïf est un peuple gouvernable par slogan. Il faut maintenant dire quelque chose d'essentiel.
pendant que les Français se déchirent entre eux, pendant qu'on nous pousse à nous insulter, pendant qu'on nous enferme dans des étiquettes, pendant qu'on nous divise entre droite et gauche, entre jeunes et vieux, entre ville et campagne, entre catégories sociales, entre origines, entre électorats, ceux qui nous dirigent continuent souvent à vivre très loin du réel. Ils continuent leur carrière, ils continuent leur mandat, ils continuent leur réseau, ils continuent leur stratégie, ils continuent leur plateau télé. Et pendant ce temps, ce sont les Français qui paient, les Français qui travaillent, les Français qui cotisent, les Français qui subissent, les Français qui se demandent de quoi demain sera fait. Il faut arrêter de se déchirer entre Français alors que nous devrions regarder ceux qui nous dirigent. Parce que ce sont eux qui prennent les décisions. Ce sont eux qui votent les lois. Ce sont eux qui acceptent ou refusent des règles. Ce sont eux qui défendent ou abandonnent des intérêts. Ce sont eux qui font des promesses. Ce sont eux qui demandent le pouvoir. Ce sont eux qui doivent répondre de leurs résultats. Le peuple français n'est pas un public à séduire. Ce n'est pas une masse à manipuler. Ce n'est pas un troupeau qu'on déplace avec la peur, l'émotion et les slogans. Le peuple français mérite mieux. Il mérite qu'on lui parle franchement. Il mérite qu'on lui dise ce qui est possible. Il mérite qu'on lui dise ce qui ne l'est pas. Il mérite qu'on lui dise où se trouve le pouvoir réel. Il mérite qu'on lui dise ce qui coûte. Il mérite qu'on lui dise qui décide. Et il mérite qu'on arrête de lui vendre des miracles surtout. En 2027, le danger ne sera pas seulement de voter pour le mauvais candidat. Le danger sera de recommencer le même rituel. Écouter les promesses, oublier les bilans, voter sous pression, voter par peur, puis découvrir 5 ans plus tard que rien n'a vraiment changé. Ce cycle doit s'arrêter. Plus aucune promesse sans bilan, plus aucun slogan sans preuve, plus aucune posture sans responsabilité, plus aucune peur utilisée pour empêcher de regarder les faits, plus aucun élu très bien payé qui explique qu'il ne peut rien faire sans répondre de ses résultats, plus aucune souveraineté de meeting suivie d'une impuissance de gouvernement. La présidentielle ne doit plus être un concours de séduction. Elle doit redevenir un examen national, un examen des candidats, un examen des bilans, un examen des responsabilités, un examen des médias, un examen des sondages, un examen du pouvoir réel, un examen du cadre européen, un examen de la déconnexion entre les responsables et le pays réel, et aussi un examen de notre propre maturité politique. En 2027, ils vont nous vendre l'avenir. Notre devoir, c'est de leur opposer le passé. Parce qu'un candidat sans bilan, c'est une promesse sans preuve. Un responsable sans compétences démontrées, c'est un risque pour le pays. Une souveraineté sans pouvoir réel, c'est une illusion de plus. Et un peuple qui se souvient ne se manipule pas aussi facilement. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, dans le respect du débat et en restant sur les faits. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos de l'heure du réel, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Parce qu'il est temps de garder la mémoire, de regarder les faits et de remettre le réel au centre du débat. À très bientôt sur l'heure du réel. Au revoir et merci.